Bonjour, je suis très content d'être parmi vous et j'ai pour objectif en 9 minutes, donc c'est très court, d'essayer de vous montrer comment en pratique on peut évaluer l'hypertriglycéridémie. Et quand je dis évaluer, c'est essayer de comprendre si le patient est à risque cardiovasculaire à cause de ses triglycérides. Alors de façon très simple, on peut schématiquement séparer les patients qui ont des hypertriglycéridémies très sévères avec un taux supérieur à 10 grammes par litre ou à peu près 10 millimoles par millilitre. Dans ce cas-là, le risque, c'est la pancréatite aiguë et donc on est dans un autre registre que le domaine cardiovasculaire. De façon encore très schématique, lorsque les triglycérides sont inférieurs à 10 grammes par litre, le plus souvent, c'est une des lipoprotéines VLDL de grande taille, VLDL normale ou de petite taille et particules rémanentes qui sont associées à l'augmentation des triglycérides. Et c'est extrêmement important puisque l'hétérogénéité des grandes VLDL est probablement faible, alors que l'hétérogénéité des IDL ou particules rémanentes est extrêmement élevée. Quand on parle de triglycérides, il faut aussi savoir que c'est une valeur qui est extrêmement variable et que beaucoup plus que pour le LDL cholestérol, qui est relativement stable, il faut raisonner sur une moyenne parce que les triglycérides sont très sensibles à l'environnement, notamment l'environnement diététique. Alors pour moi, ça c'est le schéma clé où j'ai essayé de résumer. Donc, ce qui peut expliquer une augmentation des triglycérides. Donc, vous avez possibilité d'avoir une augmentation des VLDL de grande taille, qui sont très riches en triglycérides et relativement pauvres en cholestérol. Donc, du coup, le patient typique qui a une augmentation des VLDL de grande taille et qui est probablement peu à risque vasculaire, c'est d'avoir un cholestérol pas élevé, des triglycérides, j'ai mis ici par exemple 4 grammes 10, donc franchement élevé, et un HDL cholestérol qui ici est anormalement normal. Et donc, ce patient-là, typiquement, c'est ce qu'on peut voir quand il y a une consommation en alcool excessive. Puisque, comme vous le savez, il y a toujours une relation inverse entre HDL cholestérol et triglycérides. Le patient B a des VLDL un peu plus petites, et donc son cholestérol est plus élevé, ses triglycérides sont aussi élevés, et l'HDL est bas proportionnellement donc au taux de triglycérides. La majorité des patients qu'on peut voir en consultation, c'est plutôt des patients de type B. Et puis, il y a une fraction de patients qui ont une élévation dominante des particules rémanentes. C'est ce qu'on appelle l'hyperlipidémie type 3. Et ça, c'est une anomalie qu'il faut absolument repérer. J'en dirai un mot sur une diapositive après, parce que le risque hétérogène est absolument majeur. Donc, c'est une maladie qui est relativement rare, mais un très haut risque vasculaire, et les cardiologues doivent bien repérer ces patients. Et puis, évidemment, vous avez après l'hypercholestérolémie pure, avec élévation du LDL. Il y a peu ou pas de triglycérides dans les LDL. Donc, c'est un patient qui a un cholestérol total élevé, des triglycérides normaux et un HDL cholestérol qui, a priori, est normal. Alors, si on avance sur le calcul du LDL cholestérol, qui est remis habituellement dans le bilan lipidique, eh bien, le calcul n'est pas possible ici quand les triglycérides sont supérieurs à 4 grammes. Le calcul est possible chez ce patient-là. Le calcul n'est pas possible quand on a une élévation des rémanentes. Et donc, souvent, le calcul est rendu alors qu'il est faux. Et bien sûr, il est possible dans l'hypercholestérolémie pure. Dans les deux cas où le calcul n'est pas possible, la mesure du LDL, donc une mesure qu'on appelle directe, il suffit de mettre sur l'ordonnance LDL cholestérol mesuré, est important ou peut être remplacé par la mesure de l'apolipoprotéine B. Et donc, vous voyez que si je reprends ces 4 cas et leur LDL cholestérol, eh bien, il va être normal bas chez ce patient-là, un peu élevé ici,
normale chez ce patient-là et bien sûr élevée dans l'hypercholestérolémie pure. Donc, c'est important de revenir sur ce patient qui a une hyperlipidémie de type 3. Je répète, c'est une anomalie rare. Le LDL cholestérol ne peut pas être calculé. Alors, quels sont les signes qui doivent évoquer ce type de dyslipidémie extrêmement hétérogène? Dans un tiers des cas, ça peut être des dépôts sur les plis palmaires, comme vous voyez sur cette photo. Ça peut être une athérosclérose très importante qui doit évoquer cette anomalie quand il n'y a pas d'autres facteurs de risque. Ça peut être, et c'est là où c'est un élément important, l'hyperlipidémie combinée, comme je vous ai présenté, avec un taux d'apoprotéine relativement bas ou un LDL cholestérol relativement bas qui contraste donc avec l'athérosclérose. C'est une anomalie qui est extrêmement sensible à la diététique et aux médicaments. Et le diagnostic final est le plus souvent fait par la demande du génotypage de la peau. Voilà. En gros, quand il y a une hyperlipidémie mixte qui est suspecte d'être très hétérogène, a fortiori s'il y a une ApoB qui est anormalement normale, il faut penser à cette hyperlipidémie et pousser le diagnostic. Si je reviens à mes 4 patients, voilà maintenant comment en pratique on peut évaluer l'élévation de triglycérides. Eh bien, c'est sur le non-HDL cholestérol. Le non-HDL cholestérol, c'est très simple, c'est cholestérol total moins HDL cholestérol. Donc, on peut le faire sur tous les bilans. Et vous voyez que dans ce patient A, donc peu à risque sur un plan cardiovasculaire, eh bien, le non-HDL cholestérol n'est pas très élevé, puisque le non-HDL cholestérol à 1,40 g, ça correspond à peu près à un LDL à 1,10 g en termes de risque. Chez ces 2 patients qui ont un risque élevé parce qu'ils ont des particules plus riches en cholestérol, de plus petite taille, qui pénètrent plus dans l'intima artériel, eh bien, le non-HDL cholestérol est vraiment élevé. Et puis, bien sûr, aussi dans l'hypercholestérolémie pure. Donc, en pratique, le non-HDL cholestérol est vraiment une information importante. Et si on transforme les recommandations qui sont données habituellement pour le LDL cholestérol en non-HDL cholestérol, il faut augmenter de 0,30 g. Par exemple, si on a comme objectif chez un patient un LDL cholestérol à 1 g, le non-objectif de non-HDL sera 1,30 g. Et donc, on voit bien que c'est un système qui permet de prendre en compte les particules riches en triglycérides hétérogènes. Alors, globalement, ce non-HDL cholestérol est évidemment d'autant plus important que le taux de triglycérides est élevé. Et ici, c'est une très grosse étude qui avait été faite à Copenhague, donc sur une grosse population, et qui montre que le taux de particules résiduelles ou rémanentes extrêmement hétérogènes, statistiquement, augmente quand le taux de triglycérides augmente. Mais comme je vous l'ai montré, eh bien, il y a chez des patients qui ont plus de 4 grammes de cholestérol, certains qui ont énormément de rémanents, d'autres pas, et c'est le non-HDL cholestérol qui permet de faire la différence. Voilà, en pratique, la correction des triglycérides qui va être discutée après commence toujours par des recommandations diététiques, puisque le taux de triglycérides est très sensible aux boissons sucrées et à l'alcool. Et puis, il faut bien sûr équilibrer quand il y a un facteur favorisant l'hypertriglycéridémie, notamment diabète ou obésité. Les particules rémanentes sont clairement le meilleur candidat pour expliquer et stratifier le risque. En pratique, il faut bien sûr dépister la forme caricaturale qu'est l'hyperlipidémie de type 3, mais pour la plupart des patients, c'est le non-HDL cholestérol ou l'ApoB qui sont les marqueurs les plus intéressants pour évaluer ou essayer d'évaluer les particules riches en triglycérides, donc l'hypertriglycéridémie qui serait plus à risque. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je m'appelle Jean Ferrière, je suis cardiologue au CHU de Toulouse et nous allons donc évoquer les relations entre les triglycérides et le risque cardiovasculaire. C'est un sujet compliqué car il va falloir conclure entre une relation d'association et une relation de causalité. Tout d'abord, mes
conflits d'intérêts qui apparaissent sur cette diapositive. Tout d'abord, comme l'a dit l'orateur précédent, il y a un niveau de complexité dans la biologie des triglycérides, car à votre gauche, vous voyez des particules que vous connaissez bien, HDL, LDL, lipoprotéines petit a, qui sont des particules bien individualisées, qui sont chacune rattachées au risque cardiovasculaire. Néanmoins, quand on parle de triglycérides, on va parler de rémanents de chylomicron, de rémanents de VLDL et d'IDL, donc un ensemble de particules, et ça sera donc beaucoup plus compliqué d'évaluer le risque de ces 3 lipoprotéines. C'est d'autant plus compliqué que ces lipoprotéines, vous le voyez sur ce schéma de manière très rapide, que ces lipoprotéines ont des apolipoprotéines différentes, ApoB48 pour les rémanents de la voie digestive, ApoB100 pour les rémanents de la voie plasmatique, et que donc on va essayer d'établir la relation entre ces lipoparticules complexes et le risque cardiovasculaire. Complexité biologique, mais aussi de nombreuses causes à l'origine de l'hypertriglycéridémie. Il y en a certaines d'entre elles qui nous concernent plus particulièrement, c'est les causes génétiques, et vous connaissez l'hyperchylomicronémie familiale, l'hyperlipidémie familiale combinée, l'hypertriglycéridémie familiale et la dysbêta-lipoprotéinémie, c'est le cœur du sujet. Néanmoins, pour parler du risque cardiovasculaire, il va falloir éliminer des causes secondaires que vous connaissez également très bien, telles que l'hypothyroïdie, le syndrome métabolique, ainsi que toute une série d'autres causes, et bien sûr éliminer également les médicaments, en particulier les stéroïdes ou les œstrogènes par voie orale. Donc éliminer des causes pour être sûr qu'on parle d'hypertriglycéridémie primaire. Venons-en maintenant à l'épidémiologie, et c'est là où il y a le plus de résultats. On a la chance d'avoir eu beaucoup de cohortes réalisées permettant d'établir une relation entre les triglycérides et le risque cardiovasculaire. Elles sont rassemblées dans cette méta-analyse. Vous voyez que différentes thérapeutiques sont utilisées, les statines, les fibrates, l'acide nicotinique, les acides gras oméga 3. Et vous constatez qu'une millimole de différence dans les triglycérides assure une baisse du risque cardiovasculaire. En d'autres termes, il y a une relation, une association significative entre les triglycérides et le risque cardiovasculaire. Association qui s'affaiblit lorsqu'on enlève l'étude réducite dans cette méta-analyse. La relation est beaucoup plus sérieuse, stricte, significative lorsqu'on parle du non-HDL cholestérol, et cette fois-ci, une millimole du non-HDL cholestérol assure un risque relatif de 0,79, donc une relation beaucoup plus stricte avec le non-HDL cholestérol qui, je vous le rappelle, à la lumière des premières diapositives, rassemble l'ensemble des lipoprotéines en relation avec les triglycérides, c'est-à-dire les rémanents de chylomicron, les rémanents de VLDL et les IDL. Donc, c'est incontestable au point de vue épidémiologique, il y a une relation entre les lipoprotéines qui sont riches en triglycérides et le risque cardiovasculaire. Plus loin dans cette analyse épidémiologique ont été réalisées de nombreuses analyses génétiques. Et donc, dans ces analyses génétiques qui sont basées sur la randomisation mendélienne, on s'aperçoit que aussi bien le LDL cholestérol que les triglycérides sont associés de manière significative et indépendante au risque coronaire. Et en fait, quand les auteurs de cette grande méta-analyse ont étudié l'impact à la fois du LDL cholestérol et à la fois des triglycérides, ils s'aperçoivent que c'est l'apolipoprotéine B qui est le facteur de risque qui lie les lipoprotéines au risque coronaire. Donc oui, les triglycérides sont associés au risque dans la randomisation mendélienne comme le LDL cholestérol. Alors je ne vais pas dévoiler les diapositives de l'orateur qui va venir sur la thérapeutique, mais il faut dire que beaucoup de résultats concernant les triglycérides viennent des essais thérapeutiques du passé, essais thérapeutiques avec des fibrates, vous les connaissez, VAID, FID, Accor, et des essais thérapeutiques beaucoup plus récents avec les oméga 3 tels que Gélis et Réducite. Donc ces études nous permettent également d'étayer l'hypothèse de la relation entre les triglycérides et le risque coronaire. Je ne reviendrai pas non plus sur les nouvelles thérapeutiques qui vont être discutées, c'est-à-dire les thérapeutiques novatrices, beaucoup plus près du mécanisme des triglycérides. Donc, en conclusion, y a-t-il une association ou une
relation de causalité entre le risque cardiovasculaire et les triglycérides. Et ça, vous voyez que j'ai repris la fameuse réaction de Bradford Hill qui date de 1965. Il y a des relations qui ne marchent pas, la spécificité, donc il y a trop de lipoprotéines pour être spécifique. Les épreuves au niveau des essais thérapeutiques sont pas complètement terminées, elles vont être discutées dans l'exposé précédent, mais par contre, l'ensemble des autres critères sont réunis. La force de l'association entre les triglycérides et le risque, la cohérence avec toutes les études, la temporalité, c'est-à-dire la relation entre, au départ, les triglycérides élevés et le risque coronaire ou cardiovasculaire après, le gradient biologique, c'est-à-dire l'effet dose, plus les triglycérides sont élevés, plus le risque cardiovasculaire sera élevé. Il y a une plausibilité biologique, scientifique, on en a rappelé quelques éléments, et il y a une cohérence d'une étude à l'autre. Donc oui, les triglycérides sont un fort candidat pour être un facteur de risque majeur dans le risque cardiovasculaire. Il reste néanmoins des essais thérapeutiques concluants pour démontrer la réversibilité. Je vous remercie de votre attention. Bonjour à tous. Dans cette session consacrée aux relations entre risque cardiovasculaire et triglycérides, il me demandait de vous entretenir des options thérapeutiques. Et après ma diapositive de lien d'intérêt, il faut d'emblée bien distinguer deux choses. Les patients qui ont une hypertriglycéridémie sévère, pour lesquels réduire les triglycérides visera à réduire le risque de pancréatite aiguë, à opposer aux patients ayant une hypertriglycéridémie modérée. Et pour ceux-ci, la modification de l'ensemble du profil lipidique visera à réduire le risque de maladies cardiovasculaires athéromateuses avec l'importance des taux de non-HDL cholestérol ou d'ApoB comme objectif secondaire. Et nous focaliserons notre exposé essentiellement sur cette catégorie de patients avec hypertriglycéridémie modérée en envisageant les mesures hygiéno-diététiques, les traitements pharmacologiques approuvés ou proches d'être approuvés et uniquement citer les options thérapeutiques pour le futur. Les mesures hygiéno-diététiques sont l'étape clé pour la prise en charge des hypertriglycéridémies avec tous ces facteurs qui régulent le taux de triglycérides listés sur cette diapositive que sont l'obésité, le syndrome métabolique, l'inactivité physique, les écarts diététiques avec trop d'apports caloriques, que ce soit sous forme de graisse ou de sucre essentiellement d'absorption rapide raffinée, et n'oublions pas la consommation d'alcool à l'origine de l'élévation des triglycérides. Et lorsqu'on agit sur toutes ces paramètres hygiéno-diététiques, on réduit les triglycérides de façon spectaculaire. On peut aller, comme indiqué ici, jusqu'à 60% de réduction. Une fois les mesures hygiéno-diététiques stabilisées, les objectifs secondaires, les objectifs thérapeutiques à envisager sont essentiellement toujours le taux de LDL cholestérol, mais chaque fois qu'il existe une élévation des triglycérides, il faut regarder un objectif secondaire, le taux de non-HDL cholestérol, où l'objectif est 0,30 g par litre plus haut que l'objectif LDL cholestérol, alors qu'il n'y a pas d'objectif réellement préspécifié pour le taux de triglycérides en lui-même. Les dernières recommandations européennes de prise en charge des dyslipidémies maintiennent le traitement par statine en première intention pour les patients avec élévation des triglycérides, avec une classe 1, un niveau B parce qu'il n'y a pas d'études spécifiques pour des patients avec triglycérides élevés, mais les triglycérides restent l'étape clé et un argument pour proposer une statine de forte intensité est issu d'une analyse complémentaire de l'essai TNT où la dose d'atorvastatine de 80 mg est meilleure que la faible dose de 10 mg, essentiellement pour les patients qui ont une élévation du cholestérol des rémanents, c'est-à-dire ceux pour lesquels les triglycérides étaient modérément augmentés à l'inclusion dans l'étude TNT. Une fois le traitement par statine, voire si nécessaire associé à l'ézetimibe institué, il faut toujours revérifier les triglycérides et lorsqu'ils restent modérément augmentés, il est maintenant proposé dans les recommandations européennes d'ajouter de l'acide icosapent-éthyle, qui est de l'EPA pur, à 4 grammes par jour en association à un traitement par statine, puis avec un niveau de classe inférieur, possibilité aussi d'associer soit le phénofibrate, soit le bézafibrate. Pourquoi ces nouvelles options thérapeutiques sont-elles indiquées dans les recommandations européennes? Il y a plusieurs méta-analyses ou méta-régressions, et je vous montre une des dernières publiées,
confirmant qu'il y ait bien une association entre l'abaissement des triglycérides et la réduction du risque de maladies cardiovasculaires par des approches thérapeutiques qui ne sont pas statines. Ici, c'est une méta-régression des essais fibrates, acide nicotinique et acide gras oméga 3, où il y a cette association significative pour le non-HDL cholestérol, le LDL cholestérol et les triglycérides. On s'aperçoit que si on exclut une étude qui s'appelle Reducit, l'association est plus faible pour les triglycérides et d'ailleurs n'atteint plus la significativité. Donc, qu'est-ce que c'est finalement que cette étude qui apporte le plus, qui est Reducit? C'est une étude publiée récemment qui a inclus plus de 8000 patients, soit en prévention secondaire, soit diabétiques avec un autre facteur de risque, traités par statine avec un LDL relativement bien contrôlé à l'état basal aux alentours de 0,75 g par litre, mais gardant une élévation des triglycérides. Et ces patients ont été randomisés soit sous EPA pur, 4 grammes par jour, soit sous placebo, qui est une huile minérale. Et après un suivi médian de près de 5 ans, il a été observé une réduction très significative et assez spectaculaire sur le critère principal de 25% en termes de risque relatif. Quand on regarde le premier critère secondaire, qui est plus un critère dur des décès cardiovasculaires, infarctus du myocarde et accidents vasculaires cérébraux, on confirme un effet très bénéfique. Et vous voyez que le nombre de patients à traiter pour éviter un événement est uniquement de 28. Globalement, la tolérance de cette approche est excellente. Il existe effectivement un peu plus, même si le nombre est faible, mais c'est significativement plus de patients ayant une fibrillation auriculaire hospitalisés pour fibrillation auriculaire, un peu plus également d'effets secondaires digestifs. La tendance existe pour avoir plus d'événements sur les saignements, mais n'atteint pas la significativité. Mais globalement, la tolérance est excellente à la dose de 4 grammes par jour. La question est maintenant de savoir pourquoi ce bénéfice est aussi important dans cette étude et comment expliquer ce bénéfice important. Ici, vous avez de résumer les effets biologiques observés dans le groupe EPA 4 grammes par jour par rapport au placebo, avec la réduction du non-HDL cholestérol de 13% et une réduction de la CRP de près de 40%. Alors on peut donc se poser la question, est-ce que le bénéfice est lié uniquement à la réduction des triglycérides et du non-HDL cholestérol? Eh bien, quand on rapporte dans cette analyse l'association entre la réduction du cholestérol des ruminantes dans les essais fibrates, c'est bien significativement linéaire par rapport à la réduction cardiovasculaire, alors que dans Reducit, le bénéfice est supérieur, suggérant qu'il existe autre chose que la réduction des paramètres lipidiques, avec vraisemblablement comme hypothèse l'hypothèse anti-inflammatoire en premier et également sans doute un effet antithrombotique et d'inhibition de l'agrégation plaquettaire. Enfin, pour terminer, avant de conclure, voici la liste des traitements en développement dont nous aurons le temps de reparler dans les années futures. Donc en conclusion, à nouveau, les mesures hygiéno-diététiques sont l'élément clé pour traiter les patients avec triglycérides élevés. Le traitement par statine doit être proposé en première intention, mais même sous statine, lorsqu'il persiste des triglycérides élevés, le risque cardiovasculaire persiste également augmenté. Et au-delà des statines, c'est maintenant l'EPA qui a le plus d'arguments pour réduire le risque cardiovasculaire résiduel avec cette forte dose de 4 grammes par jour. Je vous remercie de m'avoir écouté.